Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Yann Faure, je suis animateur à la Maison de l'écologie de Lyon. J'ai une formation en sociologie, en plus particulièrement en sociologie de la santé. Et aujourd'hui, je vous présente une petite conférence en distanciel, puisque pour cause de confinement, ce n'est pas possible de vous recevoir dans notre salle. Et la conférence s'intitule « L'invention du pangolin, de l'écueil de l'écaille à la fourrure mondialisée ». C'est ici le résultat de plusieurs mois de travaux qui concernent la question de comment un animal qui était encore inconnu du grand public il y a près de 9 ou 10 mois est devenu l'animal le plus connu et regardé du monde. Je veux parler du pangolin. Plus précisément, comment on s'est mis à associer le pangolin au coronavirus. À la fois comment ça s'est produit, comment c'est arrivé, mais aussi qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que ça pose comme problème d'avoir produit cette association. Un petit retour en arrière aux origines de la pandémie. Début janvier, le 11 janvier, c'est le jour où la commission municipale de Wuhan a annoncé au monde que 41 personnes souffraient d'une pneumonie atypique et qu'un patient était décédé. Ça rappelait curieusement une autre maladie qui nous avait fait beaucoup peur et qui avait fait certains dégâts entre 2002 et 2003, le SRAS, qui était aussi une épizootie, une zoonose, c'est-à-dire une maladie apparue chez les animaux et transmise aux humains, avait fait quelques centaines de victimes. À l'époque, il faut voir que ça n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En particulier en France, on a d'autres préoccupations, puisqu'il y a des grands mouvements sociaux. Ça fait plus d'1 an que les gilets jaunes sont dans la rue. L'hôpital est en crise, le monde de l'éducation est en crise, la culture est en crise. Il y a beaucoup de manifestations, de revendications. On a un gouvernement qui est très contesté, notamment qui essaie de faire avancer des réformes néolibérales, en particulier sur les droits sociaux, les retraites. Et donc, ce n'est pas forcément la première préoccupation en France, ni dans le reste du monde d'ailleurs, quand on nous annonce qu'une maladie inconnue est apparue à l'autre bout de la planète, à Wuhan, dans l'Hubei. Le 23 janvier, on nous annonce que le virus est sorti de Chine. À cette époque, on a détecté là-bas 524 cas et on est déjà à 17 morts et on a déjà des cas qui sont arrivés au Japon et aux États-Unis dans la province tout à fait au nord-ouest, la province de Washington. Et le premier animal incriminé, c'est à cette époque-là le serpent. On nous dit que tout viendrait d'un marché, un marché aux fruits de mer, c'est comme ça qu'on nous présente la chose, wet market. On appelle ça wet market, c'est marché humide parce qu'en réalité, le sol est humidifié après que les clients soient venus chercher leurs produits. Alors là, on voit une carte qui nous montre un petit peu l'étendue des cas au début de l'épidémie, en cette fin du mois de janvier. Là, je voudrais tout de suite faire remarquer que l'Hubei, là, ça se trouve ici, à Wuhan, qui est une ville très importante, de plusieurs millions de personnes, qui a des liens privilégiés avec la France. Mais vous voyez que le sud de la Chine est touché aussi, jusqu'à Hong Kong, et puis des provinces que nous, on connaît peu, comme le Shandong, tout à fait à l'est, et tout à fait au nord, l'Heilongjiang, qui est voilà, tout à fait hors des radars en Europe. Évidemment, dans le reste du monde, ce n'est pas la préoccupation première de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro, et on regarde comme ça avec les choses avec curiosité, sans s'inquiéter plus que ça. Le 23 janvier, on a une annonce qui s'appelle Shantua, en fait, qu'on pourrait traduire par Chine Nouvelle. C'est l'AFP chinoise qui communique au reste du monde à propos de cet étrange marché de Wuhan. Le wet market, en fait, ce n'est pas juste un marché aux fruits de mer, comme on pourrait le croire, à tort. C'est un marché où on vend beaucoup de bestiaux. Et donc l'AFP chinoise, Chine Nouvelle, communique la carte des produits qu'on peut trouver sur le marché.
Et ça soulève le cœur des Occidentaux parce que cette carte qui est communiquée dessus, on voit des animaux qui sont tout à fait incongrus pour nous. On y trouve, on voit qu'on peut acheter des salamandres, des louveteaux, des animaux un petit peu bizarres qu'on ne connaît pas bien, des porcs-épics. Enfin, et en plus, visiblement, ils les mangent. Et donc ça nous semble vraiment très mal. Parce que ici, on peut admettre qu'on mange des sangliers, des cuisses de grenouille, mais quand même pas des animaux aussi étranges. Il faut être un petit peu barbare pour manger ces trucs-là. Donc voilà, ils vont jusqu'à manger du python royal, c'est dire, et des louveteaux. Donc des rats vivants. Voilà. Le summum de l'ignoble est atteint quand on apprend qu'ils mangent des rats vivants. Alors, on ne nous parle pas de pangolin tout de suite, mais le 23 janvier, la presse française, par exemple, se rappelle que dans le bestiaire des animaux étranges, il y a effectivement cette curiosité, c'est qu'en Chine, il paraît qu'on mange un animal exotique avec des écailles, un petit mammifère, un fourmilier, qui s'appelle le pangolin. Et donc on trouve par exemple la trace dans le journal Les Échos d'une mention de cette cuisine exotique fortement condamnable en Chine. Et Les Échos se réfèrent sans le dire à un article du Parisien qui est de 2014. Et un article qui s'intitule « En Chine, les animaux rares continuent de finir à la casserole ». En effet, les animaux exotiques sont interdits depuis un bail en Chine, ils sont interdits depuis 2000 à peu près. Mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'animaux qui sont sauvages, de notre point de vue, sur les marchés principalement du sud de la Chine, dans le Guangdong. Dans cet article des Échos de 2014, mais qui ressort le 23 janvier 2020, comme si on parlait d'une chose tout à fait actuelle, on comprend en fait la raison de cet intérêt pour les pangolins, c'est qu'à Roissy, le 9 juillet 2014, il y a eu une saisie tout à fait extraordinaire de 250 kilos d'écailles de pangolins qui venaient du Nigeria, qui étaient envoyés à destination du Laos et probablement du Laos vers la Chine. À vrai dire, on n'en sait rien. L'enquête de l'époque, de la presse française, parce qu'elle envoie des gens en Chine, des gens de l'AFP pour interviewer des commerçants, interviewer des passants. Elle fait même une enquête à la Élise Lucet où elle infiltre la restauration chinoise autour de Canton, c'est-à-dire tout à fait au sud. On apprend qu'aux douanes de Roissy, depuis 2009, donc entre 2009 et 2014, on a saisi 558 kilos d'écailles de pangolin, un bien très précieux, presque aussi précieux que l'ivoire. Ça se vend 1 € le gramme en Chine. Et en particulier, en avril 2014, quelques mois avant, on a saisi 956 pangolins congelés à Canton. C'est la police chinoise qui les a interceptés. D'après l'enquête de l'époque, d'après l'enquête de 2014, alors que le pangolin est en danger critique d'extinction, l'AFP arrive à trouver un commerçant qui se vante d'en avoir vendu dans le marché de Xingfu à Conghua, juste à côté de Canton. Et lui, il dit qu'il vend du pangolin à 120 € le kilo. Bon, il faut avoir une petite idée en tête, hein, quand on achète de la viande bio, ça monte rarement au-dessus de 30 € le kilo, quoi. Et de la viande du cochon en supermarché, chez nous, si c'est pas bio, si c'est du cochon d'élevage industriel, c'est 10 € le kilo. D'après l'infiltré dans la restauration de Canton, on trouve un restaurateur qui prétend cuisiner du pangolin à 400 € le kilo. Mais même à Canton, ça figure au menu d'aucun restaurant. Et en réalité, un client risque 10 ans de prison. Pour consommation de pangolin, en Chine, on risque 10 ans de prison et des milliers d'euros d'amende. Par contre, dans ces restaurants très exotiques du sud de la Chine, on trouve quand même, quand c'est des chefs étoilés au sens
chinois, on voit qu'on peut manger du cygne ou du python royal, et c'est un signe de prestige. Même dans les restaurants très chics, le restaurant très chic où on se vante de cuisiner du pangolin, c'est pas lorsque le restaurant est ouvert. Le restaurant est privatisé pour l'occasion, et vous allez voir que ça va avoir une importance dans la suite. En juillet 2015, on a également saisi 657 pangolins encore congelés, comme la première fois. Et ça se fait, c'est une saisie qui a lieu par la police indonésienne sur l'île de Java. Pour être précis, 1,3 tonnes de pangolins, 1300 kilos de pangolins, d'après les associations de défense et de protection des animaux, le Fonds international pour la protection et l'association Animal Asia. Et on apprend à cette occasion que le pangolin, dont il doit rester moins d'1 million de spécimens sur la planète, subit un braconnage intensif. C'est l'animal le plus braconné du monde. On en braconne à peu près 100 000 par an. On ne braconne pas que du pangolin, notamment lors de la saisie qui a lieu le 31 juillet 2016. Non seulement on trouve des pangolins congelés, mais on trouve aussi 400 bébés crocodiles vivants qui, eux, sont destinés à grandir et à permettre de faire des sacs en croco, pour faire des sacs de marque. Alors je vous montre une petite image de l'intervention en Indonésie. Là, vous voyez les douaniers, ils sont tous sourires puisqu'ils ont trouvé des centaines de pangolins congelés. C'est intéressant de voir que quand les pangolins congelés sont trouvés, ils n'ont plus leur peau en fait. C'est une technique qui est connue en Afrique. Les pangolins sont ébouillantés et on leur arrache leur peau parce que les écailles valent bien plus cher que la viande même. Même si la viande est très chère, c'est sans commune mesure avec le prix des écailles. En fait, si on regarde les saisies, et moi j'ai donc accédé aux documents qui récapitulent à la fois les saisies douanières au Laos et au Vietnam entre 2005 et 2010, on s'aperçoit que c'est presque toujours des écailles qui sont interceptées ou alors des pangolins congelés. Quasiment jamais de pangolins vivants. Et quand on parle de braconnage de pangolins et quand on parle de trafic de pangolins, c'est vrai que dans la première période où on s'est intéressé à cette question en février et au mois de mars en France, on a très peu parlé des écailles. Et on a beaucoup parlé de viande et on a beaucoup parlé de la consommation, on va dire, alimentaire des Chinois, sans dire que le bien précieux, c'était les écailles. Il a été fait mention progressivement de l'utilisation des écailles dans la pharmacie traditionnelle chinoise. En fait, ce n'est pas la pharmacie traditionnelle chinoise, c'est la pharmacie conventionnelle, c'est-à-dire qu'on a des centaines de laboratoires qui fabriquent des produits à base d'écailles de pangolin en Chine. Ça s'est arrêté définitivement en 2019, justement. Et c'est un peu comme si nous, on s'achetait des produits cosmétiques à base d'huile de tortue, par exemple. Personne ne sait à quoi ça sert, mais sur un emballage, autant pour eux, ça peut avoir quelques vertus magiques, autant pour nous, voilà, une crème de jour à l'huile de tortue, ça peut laisser croire au consommateur, à l'utilisatrice, que la longévité de la peau, étant donné la longévité de la tortue, pourrait être améliorée par un onguent de ce type. Donc si les pangolins sont massacrés, c'est bien pour leurs écailles, qui sont aussi précieuses que l'ivoire, et en particulier aujourd'hui les pangolins sont massacrés en Afrique centrale, au Congo, et transitent par le Nigeria, puis sont envoyés en contrebande en Asie du Sud. Il en reste à peu près plus en Chine, on en reparlera tout à l'heure. Il en reste quasiment plus au Vietnam, ni au Cambodge, ni au Laos. Il en reste un peu en Malaisie. Donc vous voyez ce qu'on intercepte. Alors là, pardon, j'ai oublié, mais c'est une photo où on montre la destruction du plus gros stock de pangolins congelés jamais saisis. Là, c'est 4000 pangolins qu'on va faire cramer dans une immense fosse commune. Et puis,
Ça, c'est ce qu'on intercepte dans des cargos. Vous voyez, là, je crois qu'il y a 12 tonnes d'écailles de pangolin, 12 000 kilos d'écailles. Donc, ça veut dire une dizaine de milliers de pangolins, là, dans ces petits sacs, sous forme d'écailles. Alors pour ça, on dispose d'un rapport très complet sur le trafic de pangolins qui a été réalisé par l'UCED. La plaque tournante, c'est le Laos. Il peut être vendu éventuellement vivant en entier au Laos. Dans ce cas-là, le pangolin, il est à 700 € le kilo. Ça veut dire un pangolin, ça pèse grosso modo entre 3 et 4 kilos. Il faut imaginer, voilà, c'est une pièce qui vaut 2 000 à 3 000 €. Un pangolin vivant, ça vaut 2 000 à 3 000 €. Autant dire que si on entend dire qu'on trouve des pangolins vivants sur un marché en Chine, c'est à peu près comme si on vous disait qu'on avait, ils s'achetaient des pur sang sur le marché de la Croix-Rousse. Il faut imaginer, voilà, vous achetez un cheval de course qui peut gagner Longchamp sur le marché de la Croix-Rousse, c'est à peu près ça la comparaison. La filière privilégiée, c'est la Malaisie, Laos, Vietnam, Chine. Les USA et la France sont aussi cités à la fois comme des pays d'origine et de destination du trafic. Là, j'ai une petite carte qu'on trouve dans le rapport. Vous voyez que parfois ça transite par la France. Pourquoi ça transite par la France? Parce que ça, c'est quand on fait du trafic par avion. Les écailles arrivent d'Afrique de l'Ouest à Roissy, puis elles repartent vers l'Asie du Sud-Est. Inversement, les États-Unis, c'est un pays sérieux de destination du pangolin. On peut penser, mais j'en sais rien à vrai dire, que c'est la diaspora chinoise qui se trouve aux États-Unis qui est prête à acheter du pangolin. Ça a une valeur aussi de souvenir, de talisman. Par exemple, on trouve quelques boutiques au Laos et au Vietnam qui sont fréquentées par les Chinois qui ont les moyens de voyager. Pour vous donner une idée, sur 1,4 milliard de Chinois, il y a environ 1,4 million de Chinois qui viennent en Europe, un millième de la population qui se déplace. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est à la fois dérisoire par rapport à la population chinoise. Et donc c'est aussi des Chinois qui ont les moyens, qui se déplacent et qui font du tourisme en Asie du Sud-Est. Et dans ce cas-là, il y a des magasins qui leur sont un petit peu dédiés, des magasins de souvenirs dans lesquels on peut acheter par exemple une écaille qu'on peut utiliser comme pendentif. L'écaille qu'on se met autour du cou pèse 20 grammes et coûte donc 20 €. C'est pas dérisoire, c'est un bijou. Alors comment le pangolin il est passé progressivement, il est devenu le suspect numéro 1 de la transmission du coronavirus à l'être humain. D'abord, alors on peut résumer cette histoire avec une bande dessinée. Je crois que ça va être plus marrant que si je la raconte et puis vous la connaissez déjà un petit peu, l'histoire. Voilà la bande dessinée. Elle s'appelle La grippette du pangolin. C'est l'histoire de la pandémie résumée de manière un petit peu satirique. On nous dit qu'un éternuement de pangolin en Chine a fait trembler le monde entier, enfin presque le monde entier, parce qu'en France, la clairvoyance présidentielle nous a évité de tomber dans la panique, puis de paniquer parce qu'il était temps, et de ne pas porter des masques qui étaient inutiles, puis de porter des masques indispensables, de nous confiner, de nous déconfiner, et de passer notre temps sur Internet à essayer de comprendre ce qui nous tombe sur la tête, et on finit noyé sous le flot d'informations continues. Attendons un instant, prenons le temps de regarder ce qui s'est passé depuis le rhume du pangolin. Depuis le rhume du pangolin, on nous raconte l'histoire. À l'origine, c'est l'automne. Une chauve-souris rencontre un pangolin. Forcément, puisque le virus dont on souffre, en fait, il est identifié comme étant porté par une chauve-souris à la base. Enfin, c'est le plus probable. Ça a toujours été considéré comme le plus probable. Mais ce virus de chauve-souris, il n'était pas transmissible directement à l'homme, donc il fallait un animal intermédiaire, on appelle ça un hôte intermédiaire,
qui permettent de transformer ce virus dangereux mais pas contagieux à une forme qui puisse se propager chez l'humain. Donc on regarde la bande dessinée, c'est l'histoire de l'amour impossible entre une chauve-souris et un pangolin. Qui ne débouche que sur un rhume pour ce dernier, le pangolin. J'agrandis un petit peu, excusez-moi. Voilà, le pangolin parle à la chauve-souris. Samanda, je sais notre amour impossible et pourtant, non, l'amour ne peut pas tout. Dans la foulée, le pangolin contamine un être humain, après avoir été contaminé par la chauve-souris. Évidemment, on est tenté de se demander comment. Et c'est là aussi un amour interespèce entre un marin chinois et un pangolin, un rien volage. La chauve-souris sitôt envolée est oubliée, ou un tartare de pangolin en riz gluant qui n'aurait pas suivi la chaîne du froid. Et voilà que le virus passe du pangolin à l'être humain. Et un mois après, on trouve quelques cas de victimes du coronavirus au marché, en gros, de Poiscaille de Wuhan, à 8000 bornes de Shanghai. Le lendemain, les autorités chinoises ferment le marché. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce marché il a été fermé le 1er janvier, ce qui a posé un réel souci pour aller faire des analyses et savoir chez quel animal pouvait bien en être porteur. Et la bande dessinée continue un petit peu sur la question de la politique française, puisque elle raconte un petit peu la réaction de nos politiques à partir du moment où on se contamine dans les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est une bande dessinée très drôle à lire, hein, qui s'appelle La grippette du pangolin et qu'on peut trouver sur le site là-bas.org. En réalité, le pangolin, il arrive au milieu du tableau scientifique à partir d'une enquête produite à l'Université d'agriculture du sud de la Chine, qui publie en fait un article scientifique dans lequel on nous dit que le pangolin a un génome, un coronavirus de pangolin, a un génome qui serait similaire à 99% au coronavirus trouvé chez l'être humain. En réalité, cette étude, elle est fausse. Il y aura une contre-information plus tard, mais l'information, elle passe crème à l'époque. On la prend pour argent comptant. Et ensuite, on a également l'AFP chinoise qui transmet à l'AFP française et qui se retrouve répercutée dans l'ensemble des journaux de France et du monde aussi, un petit peu de la même manière, une présentation comme si c'était un fait avéré, sûr et certain, que le pangolin est l'hôte intermédiaire, que tout ça est arrivé sur le marché de Wuhan, parce que les mœurs alimentaires chinoises ne sont pas compatibles avec la vie moderne. Et très vite, les humoristes d'abord sont les premiers à propager cette idée du pangolin, parce que ça fait beaucoup rire. Au début, en France, par exemple, ça fait rire. Hein, le 11 mars, en France, on en rigole. Donc on a par exemple le sketch de Charline Honecker sur France Inter, qui vient déguisé en pangolin. Nous accueillons dans ce studio l'animal suspecté d'avoir transmis le coronavirus à l'homme. Soyez le bienvenu, voici le pangolin. Salut, c'est moi, je suis le pangolin. Bah quoi, vous avez jamais vu un pangolin ou quoi? Non. Hein? Je vous fais pas la bise, hein, malquerière. Oh là là, quel foutoir j'ai mis. À cause de moi, il y a des gens qui font atterrir un avion parce qu'un passager a éternué. J'ai foutu un bordel planétaire pas possible. Je suis en tête du top 5 des menaces qui pèsent sur l'humanité, devant le réchauffement climatique, la Corée du Nord et Cyril Hanouna. Alors vous notez que quand on dit l'animal qui a transmis le coronavirus à l'homme, hein, on parle même plus de la chauve-souris, c'est-à-dire la seule chose qui nous intéresse, c'est le pangolin. C'est même plus l'hôte intermédiaire, c'est l'origine, quoi. Vous êtes bizarres, vous les humains. Hein. Il suffit qu'il y ait un Chinois qui essaye de me bouffer pour qu'à l'autre bout de la planète, on se rue sur les stocks de PQ. J'ai complètement détraqué votre économie. La croissance chute, la bourse s'écroule, la mondialisation est au tapis, on doit tout relocaliser.
Vous avez devant vous le prochain prix Nobel d'économie ou le Nobel de la paix. Hein. Si Trump est contaminé, pardon, mais ça me revient. Voilà, bon, alors je ne vais pas vous montrer tout le sketch, mais effectivement, la classe politique est frappée. Boris Johnson en Angleterre attrape le coronavirus, Jair Bolsonaro attrape le coronavirus, à l'automne, Donald Trump attrape le coronavirus. Il n'en meurt pas. Bon, on peut imaginer qu'ils ont été peut-être mieux soignés que le, j'ai pas envie de dire le Pékin lambda, ça ferait un mauvais jeu de mots, mais mieux soignés que beaucoup de gens. Voilà. Dans le monde des humoristes, sur la même antenne, 2 jours avant, c'était Sophie Aram qui avait présenté un sketch également sur le pangolin, que je ne vous montrerai pas ici. On a aussi des chansons sur le pangolin, avec une chanson très drôle d'un groupe qui s'appelle les Gonettes. Alors là, je peux vous le montrer parce que c'est accompagné d'un clip, et le clip, il participe à l'installation dans notre imaginaire de cet animal comme l'animal cause de tous les maux. Il était où le gentil pangolin? Où qu'il était donc le drôle de machin? Sur le marché, hein? Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait là, le gentil tikiki? Il fallait pas les chouiller le fruit-fruit, fallait pas lécher le fruit de papy. Papy, il a mangé le fruit, maintenant qui sait qu'il est dans le caca? Et la chauve-souris alors, la chauve-souris, qu'est-ce qu'il en a fait le petit pangolin? Et les serpents, hein? Et les fourmis, qu'est-ce qu'il a boulotté le petit gourmand? Il était où, hein? Le pangolin? Il était où le gentil petit malin? Il était où, hein? Le margoulin? Le margoulin, où c'est qu'il était où? Où ça, ah? Où ça? Où ça, ah? Où ça? Où c'est qu'il était le kiki, le papy, le fruit-fruit? Les serpents, les chauves-souris sont avec Kiki au proxy. Où ça, ah? Où ça? Où ça, ah? Où ça? Il était là le gentil pangolin, les chauves-souris et les méchants serpents. Ils étaient là où il y en avait plein, sur le marché de fruits de mer du Jouan. Papy poussait son titi caddie, il faisait les courses pour mes mères. Et les fruits de mer, hein, ils sont pour qui? Ils sont pour le rice cooker de mes mères. Et le pangolin alors, le pangolin, est-ce qu'il a une gueule de coquille Saint-Jacques? Le pangolin, hop, dans le caddie. Alors c'est qui c'est qui a bouffé quoi? Qui l'a bouffé, hein, gentil Kiki? Qui c'est qui dit ça a très très bon goût? Qui aime bien ça, hein, le pangolin? À qui ça n'en a fait un bon ragoût? Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est un petit peu long, mais on voit que le pangolin, il s'installe dans l'imaginaire collectif, notamment via la musique, via les clips, via l'art. Ça mérite quand même qu'on s'arrête sur quelques images, puisque c'est un mouvement qui a été continu et qui a accompagné les mois à la fois du printemps, mais de l'été, de l'automne, à tel point qu'on retrouve le pangolin comme une figure du street art. Là, c'est dans le quartier où on vit, à la Croix-Rousse, donc je n'ose pas imaginer le reste du monde. On retrouve le pangolin également au festival Peinture Fraîche, accompagné d'autres figures plus classiques. On retrouve également le pangolin dessiné sur les attestations. Alors là, c'est un petit peu ironique, hein, c'est une attestation pour pouvoir se déplacer, puisque on n'a pas le droit de sortir de chez soi pendant le confinement, sauf à avoir un mot écrit de sa part pour dire qu'est-ce qu'on va faire. On retrouve encore le pangolin dans l'humour. Ici, c'est Thierry Lhermitte qui tient un panneau où il y a marqué « La première vague du coronavirus était due au pangolin en voie de disparition, la seconde sera due au blaireau en pleine expansion ». Donc c'est aussi un objet de sarcasme, un outil pour plaisanter. Là, c'est pangolin au dîner confiné tout l'été, une affiche également humoristique. On retrouve le pangolin pendant les municipales, puisqu'on a été très occupé au printemps et puis plus longtemps que prévu
parce que les municipales ont été décalées. Vous voyez, la municipale 2020 votait pangolin. Dans les dessins de presse, ici Bruno Le Maire, donc là c'est journal L'Opinion. Que voulez-vous? C'est lors des grandes crises que certaines personnalités se révèlent. On a le trésor public qui est vide et à côté on a un pangolin qui dit grave. On retrouve aussi le pangolin dans la bande dessinée engagée. Par exemple, ici c'est réutilisé par les associations écologistes. Puisque là, c'est la question de « We are trying to figure out the origin of the pandemic ». C'est les chercheurs qui cherchent dans la nature quel est l'animal qui peut les avoir contaminés. Est-ce que c'est « Was it a bat or a pangolin ?» Est-ce que c'était une chauve-souris à un pangolin ou une autre bestiole? Et les animaux de la forêt qui répondent « C'est pas nous qui avons rasé les forêts, c'est pas nous qui avons fait des barrages sur les rivières, qui avons changé le climat » ou qui ont produit la traite illégale. Nous n'avons pas détruit la biodiversité et ouvert la boîte de Pandore. Là, c'est une autre bande dessinée avec une conversation philosophique entre une chauve-souris et un pangolin. On retrouve aussi le pangolin cité dans une note diplomatique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Un document un peu plus sérieux qui s'intitule « L'effet pangolin » parce qu'on craint une déstabilisation de l'Afrique et donc une menace pour les intérêts de la France en raison de la crise sanitaire qu'on appelle l'effet pangolin. Toujours dans des affiches, ici c'est une affiche engagée pour la défense de la biodiversité. L'ensemble des animaux en voie d'extinction sont très impressionnés des résultats obtenus par le professeur Pangolin. On retrouve le pangolin à la une du Monde pour parler des assises du roman. Parce que là, j'ai préféré même écarter les dizaines, les centaines de unes qui parlent du pangolin en tant que responsable du coronavirus. Ce que je vous montre là, c'est les documents dans lesquels le pangolin sert à autre chose. C'est-à-dire n'est pas utilisé comme élément direct pour parler de la maladie, mais est mobilisé pour parler d'autres sujets. Donc par exemple, pour les assises du roman, le pangolin ou la contingence dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de contingence dans l'histoire? Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles le pangolin va être aussi mobilisé intellectuellement, c'est qu'en fait, la crise du pangolin, elle va symboliser pour l'Europe et l'Occident l'accident, l'événement imprévisible. Elle est utilisée comme représentant de la théorie du chaos. Tout à l'heure, dans le clip, je vous ai dit, il s'appelle le battement d'aile du pangolin. C'est un jeu de mots autour de l'idée du battement d'aile du papillon. Vous voyez que là, c'est un éditorial, je ne sais plus si c'est dans l'Express ou dans le Figaro que j'ai récupéré ça, qui s'appelle « Le papillon, le pangolin et la chauve-souris ». C'est l'idée que, voilà, on a un tout petit événement complètement imprévisible, un animal solitaire dans la forêt qui rencontre un autre animal solitaire, hop, ils se transmettent un virus et hop, l'humanité est mise complètement en péril. Il n'y a rien à comprendre comme phénomène systémique là-dedans. C'est un accident, on est menacé par le moindre accident, tout peut arriver, on est dans un monde incertain. Voilà ce que dit, voilà comment est apprécié l'événement du pangolin. On n'y peut rien. C'est quelque chose qui est complètement incontrôlable, imprévisible. On ne peut pas s'intéresser à des événements aussi petits qu'un virus qui passe d'un animal rare à un autre animal rare, exotique et sauvage. Le pangolin sert aussi d'élément pédagogique. Alors, du coup, on a les associations de défense et de protection de la faune qui disent que c'est l'occasion de mobiliser sur cette question de la faune en danger critique d'extinction. C'est le cas du pangolin, il n'y en a quasiment plus nulle part à part en Afrique. Il pourrait disparaître définitivement. Et plus on en apprend sur le pangolin, plus on trouve que c'est quand même un animal sympathique, sensible. D'abord parce qu'il se roule en boule, quand même, c'est complètement atypique. Ensuite parce qu'il a une très jolie manière de porter ses petits. Voilà, c'est un animal très attachant, quoi. Et là, c'est une une du Monde qui parle des menaces planétaires, qui est très récente, et qui montre ça fait de l'humour, hein, puisque c'est dit les espèces à surveiller si nous voulons éviter une nouvelle pandémie. On voit la chauve-souris. C'est quand même bien
qu'on nous ait cité le cochon, parce que au niveau risque zoonotique, c'est important, mais le pangolin est encore présent, et il y a l'homme, quand même, qui est considéré comme le plus dangereux des mammifères. A raison. Donc voilà, le pangolin est partout. Qu'est-ce qui a crédibilisé l'hypothèse du pangolin en France? On peut quand même dater cet événement, c'est-à-dire qu'on commence à vraiment parler du pangolin au moment où il y a un confinement qui s'annonce, vers le 10 mars de mémoire, et il y a une conférence au Collège de France. Le Collège de France, c'est l'instance de légitimation la plus forte du pays. Et on a un professeur de microbiologie, et je ne sais plus si c'est virologie ou microbiologie, mais enfin c'est le professeur Sansonetti qui donne une conférence d'1 heure au Collège de France. Et dans cette conférence, il va expliquer à toute la population qui est soudain curieuse comment se transmettent les virus. Et il dit sans embâche, de manière sûre et certaine, qu'il y avait des pangolins vivants sur le marché de Wuhan. Certes, c'est interdit et illégal, mais c'était vendu discrètement sous le manteau, sous les étals. Voilà ce que dit le professeur Sansonetti. Ça veut dire que lui-même, alors c'est pas non plus son objet, hein, il s'intéresse normalement au virus, donc c'est pas son objet de savoir l'état de la faune sauvage dans les différents pays du monde. Mais ça veut dire qu'il a pris pour argent comptant une enquête en Chine qui s'est avérée par la suite être fausse, et une dépêche de l'AFP chinoise, autrement dit l'agence de presse du Parti communiste chinois, pour sûr et certaine. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et s'ensuit en France une grande période de visioconférence. On est enfermés chez nous. Tous les chercheurs, savants, intellectuels communiquent par visio, comme je le fais en ce moment, même si je ne suis qu'un petit moustique à côté d'eux. Et chacun reprend en fait les arguments du professeur Sansonetti. C'est-à-dire, puisqu'il l'a dit, c'est vrai. Du coup, on voit par exemple Paul Jorion donner la même explication, on voit l'économiste Gaël Giraud, qui commence un topo sur l'économie mondiale en parlant de la transmission par le pangolin. Et en Chine, il y a un personnage qui est assez important, en fait, qui fait autorité, on va dire même qui mène la communication chinoise sur le domaine, qui s'appelle Shi Zhengli. C'est la professeure référente à l'université, pas à l'université, au laboratoire de virologie de Wuhan, qu'on appelle là-bas Batwoman, parce qu'elle est spécialiste en fait de la récupération de chauves-souris, en particulier dans le sud de la Chine, et elle a une collection invraisemblable de coronavirus de chauves-souris, elle en a 4000 on pense. Elle accrédite l'idée que la nature se venge. Alors si on va sur Wikipédia, je ne sais pas si c'est rectifié aujourd'hui, mais début novembre 2020, c'était encore le cas, sur Wikipédia, on peut trouver un tableau qui nous dit comment les coronavirus se transmettent. Par exemple, on nous dit le SARS en 2002-2003, c'est trouvé dans le Guangdong. L'espèce source, c'était la Rhinolophus cynicus, c'est-à-dire une chauve-souris, et l'espèce intermédiaire qui l'a transmis aux hommes, c'est la civette palmiste commune. En 2012, c'est à nouveau la chauve-souris au Moyen-Orient qui le transmet aux dromadaires, et en 2019-2020, voilà, ça apparaît comme une chose indiscutable. L'émergence s'est faite aussi par la Rhinolophus affinis, une chauve-souris, et l'espèce intermédiaire, c'est le pangolin. Donc c'est Wikipédia. Si c'est dans Wikipédia, franchement, comment on peut contester une information qui est dans Wikipédia? Là, c'est l'assurance, enfin,
pour tout le monde, je pense que Wikipédia, c'est plus sûr que Science, que Nature, que le Lancet, que tout ce que vous voulez. Et on retrouve cette citation, c'est intéressant de la trouver là. Le nouveau coronavirus 2019, c'est la nature qui punit les hommes pour avoir gardé des habitudes de vie non civilisées, nous dit Xi Zhengli, pourtant chinoise, à Wuhan. Mais c'est les habitudes alimentaires qu'il faut incriminer. D'ailleurs, dès janvier 2020, le gouvernement chinois intervient à la fois pour fermer temporairement les marchés d'alimentation qui sont principalement à destination des pauvres, en fait, en Chine, et aussi pour demander d'arrêter, interdire même, la consommation de faune sauvage. La Chine interdit la consommation de faune sauvage, mais elle requalifie quelques espèces comme animaux domestiques, et notamment le vison, le renard et le chien vivrin, le raccoon dog, qui sont en fait des espèces qui sont élevées pour leur fourrure. Et ça, c'est très important parce qu'en Chine, quand on parle d'élevage de faune sauvage, il faut comprendre qu'il y en a de deux types. Il y a ceux qui sont pour l'alimentation et il y a ceux qui sont pour la fourrure. Ceux qui sont pour la fourrure, ça représente 75% du stock d'élevage en Chine. Ceux qui sont pour l'alimentation, il faut aussi voir que ça vient d'une dérégulation du marché chinois dans les années 80, au moment où la Chine souffre de famine. On ne sait pas comment la population chinoise peut arriver à s'alimenter. Il y a une autorisation qui est donnée par le gouvernement pour que tout éleveur puisse travailler de manière privée, c'est-à-dire faire du profit, créer son marché. C'est non régulé par l'État. Et à ce moment-là, on incite les éleveurs à élever à peu près tout ce qui est possible, du porc épic à la civette, au raton laveur, enfin, des espèces de hamsters. J'ai oublié le nom, mais enfin voilà, des belettes, des loutres, tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible d'élever, il y a des tentatives pour les élever. Alors, maintenant on est en novembre et vous savez peut-être, ou alors vous ne savez pas, l'hypothèse du pangolin a été battue en brèche. Elle est considérée aujourd'hui comme très improbable, on va dire. C'est paru dans le journal de la recherche du CNRS. Il y a un certain nombre d'arguments qui font penser que ce n'est pas possible, et notamment des arguments de type phylogénétique. C'est-à-dire le coronavirus du pangolin ne peut pas descendre du coronavirus de la chauve-souris. Et en réalité, sa compatibilité annoncée à 99% n'est qu'à 90%, enfin, sa similarité avec le coronavirus humain, et c'est bien trop faible pour penser qu'il y a eu une contamination de l'un à l'autre. Du coup, c'est aussi le moment de s'interroger et de savoir pourquoi cette hypothèse a fait autant d'émules et a été acceptée avec aussi peu de discussions. Parmi les choses qui font que cette hypothèse du pangolin, elle circule aussi bien, on a les interprétations qu'on en donne ici en Occident. J'ai parlé tout à l'heure de cette question de théorie du chaos, c'est-à-dire d'événements imprévisibles et de nature dangereuse, qu'on retrouve par exemple lorsque Boris Cyrulnik est venu au festival Époque moderne le 16 octobre à Lyon. Il a cité la question de la contamination par le pangolin comme la matérialisation de cette théorie du chaos, du battement d'aile du papillon. De manière un petit peu plus prédominante, je pense qu'on a cette idée qui permet de mettre le risque pandémique à distance. C'est-à-dire, c'est venu de l'autre bout du monde, ça n'aurait pas pu venir de notre propre société. C'est venu de la faune sauvage, ça n'aurait pas pu venir de la faune domestique. C'est venu de pratiques ancestrales et ça ne pourrait pas venir de la modernité. Cette idée, elle est synthétisée dans une intervention que Luc Ferry a donnée dans le Figaro à ce propos, et ça mérite qu'on la lise.
Il dit « Faut-il rappeler que le Covid-19, dit Luc Ferry, ce grand philosophe, faut-il rappeler que le Covid-19 est parfaitement naturel et que ce ne sont pas nos modes de vie modernes qui ont causé la pandémie, mais des coutumes ancestrales et locales préservées qui plus est par un système communiste tout sauf libéral. Quiconque a visité un marché chinois est sidéré à la vue de ces chiens, chatons et poussins écorchés vifs. Surtout les poussins, qu'on n'écorche pas vifs du tout en France. De rats, civettes, serpents, pangolins et chauves-souris qui attendent une mort atroce entassés dans des cages insalubres. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas non plus en fait, de chauves-souris sur le marché de Wuhan. Les images qui ont circulé au tout début de l'épidémie montrant des chauves-souris en soupe ou grillées, elles venaient d'un marché en Indonésie. Les images qui ont circulé de pangolins grillés, elles venaient d'Afrique, elles ne venaient pas du marché de Wuhan. Une vidéo circule sur la toile où l'on voit un groupe d'hommes qui déjeunent de petites souris vivantes. Les malheureuses se débattent dans une sauce noirâtre et les convives les mâchent à pleines dents et encore toutes vives après les avoir trempées dans leur jus. Il est clair que ces pratiques sont si peu les nôtres qu'elles susciteraient plutôt une vague d'indignation dans nos contrées démocratico-libérales. En vérité, les voyages qui existent depuis des siècles ne font au pire qu'accélérer la diffusion des maladies. Donc là, il est en train d'exonérer la mondialisation. Dénoncer les faillites et les excès de l'humanité mondialisée relève donc de sophismes anticapitalistes et d'amalgames apocalyptiques tout juste bons à faire peur aux petits-enfants. Non seulement nos sociétés développées par l'économie de marché et la mondialisation sont aux antipodes de pratiques traditionnelles qui ont engendré la crise actuelle, mais sans la logique de l'innovation capitaliste qui nous émancipe peu à peu, sans doute pas assez vite, mais quand même, d'un passé millénaire de mépris de la nature et de maltraitance animale. Voilà, c'est les barbares, c'est ces sauvages, c'est ces arriérés qui maltraitent les animaux. En Europe, en Occident, en France, nous ne faisons pas ça. Non seulement l'écologie politique n'aurait jamais vu le jour, mais les sciences et les techniques qui permettent d'envisager des solutions non plus. Ainsi s'exprime Luc Ferry. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, maintenant que l'hypothèse du pangolin a été réfutée scientifiquement? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle est encore présente? Oui. Au mois de novembre, on trouve toujours le pangolin à la une du Monde, à la une de France Inter, à la une de France Culture, pour illustrer le récent rapport de l'IPBES qui s'occupe de la biodiversité et qui dit qu'il faudrait arrêter la déforestation, la destruction des habitats naturels pour préserver la biodiversité et donc nous protéger des virus. Dans ce rapport de l'IPBES, il est question aussi du rapport entre les animaux sauvages, le bétail et les humains comme l'élément principal de propagation. Mais dans ce rapport de l'IPBES n'est pas signalé l'élevage industriel et à mon avis, ou à la marge, pas de manière première, pas de manière principale. Et c'est peut-être un peu dommage, mais c'est aussi peut-être une illustration, un symptôme des raisons pour lesquelles le pangolin a autant plu à nos sociétés modernes. C'est-à-dire qu'en France, l'élevage, aujourd'hui c'est de l'élevage intensif, selon les espèces, entre 80 et 95%. Par exemple, il y a un animal qu'on élève en France qui s'appelle le lapin, on l'élève en batterie à 95%. Et même dans la dernière intervention du docteur Sicard, qui est un virologue renommé et vraiment particulièrement intéressant, qui réfléchit bien, eh bien, on nous parle encore des pangolins qui sont nombreux en Chine et qui peuvent se retrouver en coprésence avec des chauves-souris. En réalité, on va voir que c'est difficile. Et je pose cette question, maintenant, peut-il vraiment y avoir eu des pangolins vivants au marché de Wuhan ? Dans les prises par les douanes, pour donner une idée de ce qu'on trouve dans les grandes prises, la plupart des prises, en fait, il n'y a jamais de pangolins vivants. On trouve des pangolins vivants quand les prises sont massives. Par exemple, en 2019, on a eu une prise de 30 tonnes de pangolins en boîte, avec 61 pangolins vivants en cage et 315 kilos d'écailles. C'est-à-dire
30 tonnes de pangolins en boîte ou surgelés, ça fait 30 000 kilos, ça représente environ 10 000 pangolins. Donc le rapport, même dans la contrebande, c'est 10 000 pangolins surgelés ou en morceaux, 61 pangolins vivants. Pourquoi on trouve des pangolins en morceaux? Principalement parce qu'une fois qu'on a enlevé leurs écailles, il faut faire quelque chose de la viande. Alors, en Afrique, on sait qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça, qui passent sur les marchés, qui laissent la viande locale, qui là-bas n'a pas un prix qui peut être comparé au prix où on le trouve sur les marchés chinois. C'est une viande de chasse. Hein. Et eux, ils récupèrent les écailles, dont en Afrique, on ne fait rien. Donc, pour rapporter les choses, puisqu'on sait que voilà, ça peut donner une échelle, on peut imaginer qu'il y a environ 600 pangolins vivants qui transitent dans le monde chaque année. Et ça, là, le chiffre que j'ai donné, hein, c'est la saisie record en Malaisie. Pourquoi je dis 600? Parce que vous voyez que là, il y a 10 000 pangolins qui ont été trouvés en boîte. On en sait qu'on en extermine à peu près 100 000 par an. Donc là, ça représente 1/10 du braconnage annuel. 61 pangolins vivants, vous multipliez par 10, ça fait 600 pangolins vivants qui peut-être transitent dans le monde à l'heure actuelle. Une autre raison pour laquelle on peut difficilement trouver du pangolin au marché de Wuhan, c'est que c'est beaucoup trop cher. Vous voyez que ce n'est pas du tout à la portée d'un habitant ordinaire chinois. D'ailleurs, c'est un plat de prestige. Hein. En fait, même à l'époque où ça se consommait, puisqu'en réalité, il n'y en a plus en Chine, à l'époque où ça se consommait vraiment par l'élite. J'ai trouvé une personne, depuis le temps que je discute de ces sujets, sur des blogs, dans des articles, par exemple, qui sont parus dans les crises ou sur Reporter, une personne, une fois, qui m'a dit, un Français, qui m'a dit « Mais moi, j'en ai vu au Cambodge ». Alors, j'ai eu une discussion privée avec lui pour savoir dans quel cadre il avait vu des pangolins, puisqu'il m'a dit qu'il en avait vu dans un restaurant. Et son témoignage est très intéressant, puisqu'en réalité, il m'a dit que ce restaurant, il appartenait à la femme d'un général 2 étoiles au Cambodge. Et ce général exposait 3 pangolins vivants avant d'inviter dans le restaurant fermé et privatisé les gens qui étaient de son cercle d'interconnaissance, c'est-à-dire des hauts gradés, des dignitaires. Et en réalité, on peut penser que si des pangolins vivants transitent, c'est un peu à la manière dont on expose, nous, des homards dans les aquariums, dans les restaurants de fruits de mer. C'est une manière de montrer que le produit est frais. Si vous avez un pangolin vivant dans un restaurant, en fait, vous pouvez laisser penser aux gens que ce que vous leur servez à table, c'est bien du pangolin. La preuve, vous en avez. L'autre raison, c'est on trouve en Chine donc des sites internet. C'est un pays, en tout cas dans les grandes métropoles, qui est moderne, la Chine. À Wuhan, c'est interconnecté à la 5G, nous ne le sommes pas. D'ailleurs, peut-être ne le désirons-nous pas. Mais eux, ils ont la 5G, ils ont des TGV, ils ont des laboratoires P4 de virologie. Ils ont des autoroutes, ils ont des tours. Le centre de Wuhan, c'est une grande métropole ultra-moderne en réalité. Et d'ailleurs, c'est la métropole l'une des métropoles les plus surveillées au monde, avec des milliers et des milliers de caméras de vidéosurveillance. On est dans un pays qui est sur les bords totalitaires, où les gens risquent 10 ans de prison s'ils se baladent avec un pangolin, et où il y a des caméras de vidéosurveillance partout. Si vous êtes un commerçant ordinaire, vous devez être à peu près fou pour vous balader avec un pangolin vivant. D'ailleurs, il y a un article assez rigolo du Figaro en 2014 ou en 2015 qui était allé justement voir dans les magasins, les épiceries de Canton, je crois, si on pouvait trouver des écailles de pangolin. Et quand ils avaient posé les questions aux commerçants, les commerçants étaient partis en courant. Ils avaient eu peur. C'est-à-dire que c'était un peu comme si vous rentriez dans une épicerie à Lyon et que vous demandez s'ils vendent de la cocaïne ou de l'héroïne. Les gens prennent peur. Donc là, les gens avaient pris peur.
Donc ce commerce en Chine, il faut bien être conscient qu'en réalité, il est réalisé par les triades et que si des pangolins vivants peuvent se vendre sans avoir été commandés, ça passe par le darknet ou ça passe, enfin voilà, ça passe. On ne les trouve pas sur la place publique. Intéressant quand même de voir que l'OMS, dans une note du 6 novembre, explique qu'elle a envoyé une mission en Chine pour essayer de trouver l'origine du virus. Et maintenant, elle écrit noir sur blanc que l'hôte intermédiaire est inconnu. Elle ne mentionne plus le pangolin comme une possibilité. Et il y a même visiblement un doute aujourd'hui sur l'hôte d'origine, c'est-à-dire qu'on n'est même pas absolument certain que ce soit la chauve-souris. D'autres arguments, c'est que écologiquement, je l'ai dit, il n'y a plus de pangolins en Chine, à tel point que dans un document produit par un spécialiste de la défense de la vie animale en Chine qui travaille là-dessus depuis 30 ans, il explique qu'à partir de 2000, il a commencé à devenir difficile de trouver des pangolins en Chine. Il est vrai qu'ils avaient été tous mangés. Dans les années 90, ils ont été chassés massivement, ils ont été dévorés, et à partir de 2000, il est devenu très très difficile d'en trouver. Il a interrogé, je crois, 10 000 paysans, enfin je sais pas si on peut, enfin habitants des petites localités paysannes dans le sud de la Chine, et sur 10 000 personnes, il y a eu seulement 2 personnes qui lui ont dit qu'elles en avaient déjà vu un. Donc le pangolin ne se trouve plus dans la nature. Cette année, l'association de défense de protection des animaux a été incapable de trouver le moindre terrier de pangolin dans le sud de la Chine. Donc s'il arrive, c'est uniquement par contrebande. Et par contrebande, c'est assez compliqué à amener un pangolin vivant. En réalité, 100% des prises de la contrebande africaine, c'est que des écailles. C'est-à-dire ce qui transite facilement, c'est des écailles, même pas du pangolin congelé. Le pangolin congelé ou vivant, s'il vient de quelque part, ça peut plus être que de Malaisie, mais même en Malaisie, c'est une espèce plus que menacée, c'est une espèce en extinction. Le pangolin a un régime alimentaire particulièrement délicat. Il mange des fourmis, uniquement des fourmis vivantes, et pas n'importe quelle fourmi. Il mange des fourmis seulement de certaines espèces, des termites seulement de certaines espèces, et il lui faut des larves. Donc c'est un animal très délicat, à tel point qu'il est impossible de l'élever. En captivité, il ne se reproduit pas du tout. Il meurt rapidement. Même dans la nature, le pangolin, il produit un bébé pangolin par an. Donc c'est presque rien. Il déprime en cage. Et il meurt très précocement. Et donc même en installant des écosystèmes très précis, des refuges à pangolins, on a vraiment du mal à les sauver avec une science importante, quoi. Autant dire que des pangolins vivants dans un cargo, s'ils voyagent longtemps, ils sont vraiment pas sûrs d'arriver au bout. Et j'ai dit tout à l'heure qu'ils arrivaient, les quelques qu'on trouve arrivent par le sud de la Chine. Entre la frontière au sud de la Chine et Wuhan, il y a 1500 km. Donc imaginez balader des pangolins vivants jusqu'à Wuhan, c'est là aussi, ce serait un acte exceptionnel. C'est quasiment injouable. Néanmoins, en France, on trouve encore des scientifiques qui, lorsqu'on leur pose la question « mais comment une chauve-souris et un pangolin auraient-ils bien pu se croiser ?» répondent et pourquoi pas un pangolin qui serait tombé sur une chauve-souris morte infectée du coronavirus qui serait en train d'être dévorée par des fourmis et le pangolin aurait léché les fourmis sur le cadavre de la chauve-souris. Donc c'est juste une hypothèse fantaisiste en fait. C'est-à-dire la probabilité, elle est infime, c'est exagéré de dire que c'est infime, c'est moins qu'infime.
Alors, reste à poser la question, mais si ce n'est pas le pangolin, d'où peut venir cette pandémie? Eh bien, la plupart des pandémies, en fait, c'est même montré dans les documents de l'ONU comment ça se produit. La plupart des pandémies, je vous mets le doc. Qu'est-ce qui favorise les zoonoses? Ben, vous voyez là, c'est le document de l'ONU. Donc d'une part la déforestation et les changements d'affectation des terres, qui amènent des animaux comme les chauves-souris à se déplacer vers les cultures humaines où elles sont susceptibles d'aller grappiller dans les champs de blé ou dans la nourriture prévue pour les élevages des aliments. On nous parle quand même du commerce mal réglementé et illégal de la vie sauvage, d'accord. Le changement climatique qui fait déplacer des populations animales. La résistance aux agents antimicrobiens et surtout au centre du tableau, vous voyez, l'agriculture intensive et l'élevage d'animaux. Pourquoi la résistance aux agents antimicrobiens est citée ici? Parce que les animaux d'élevage, précisément, ils sont blindés d'antibiotiques. Ils sont l'objet de sélection génétique pour être plus productifs en réalité, pour que la rentabilité soit meilleure, pour augmenter les profits. Donc on enferme des cochons par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers maintenant. Des poules et des canards, rien qu'en Chine, on a dépassé la dizaine de milliards de poulets et de canards. Aujourd'hui, 71% des oiseaux de la planète sont des oiseaux d'élevage et 93% des mammifères sont des mammifères d'élevage. C'est-à-dire sur les mammifères qui restent sur cette planète, il n'y a plus que 7% de mammifères qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la faune sauvage. Donc, l'hypothèse la plus crédible, quand on cherche à savoir qu'est-ce qui a bien pu transmettre, jouer le rôle d'hôte intermédiaire pour le coronavirus, ben, c'est l'élevage. Alors, si ce n'est pas l'élevage de poulets, si ce n'est pas l'élevage de canards, qui sont responsables principalement des grippes aviaires, si ce n'est pas le cochon, qui est responsable de grippes particulièrement virulentes, comme le H5N1, quel autre type d'élevage est important en Chine? Ben, en Chine, on élève plus de 40 millions, enfin 30 millions de visons et une dizaine de millions de chiens vivrains, c'est-à-dire ce qu'on appelle des raccoon dogs, dont on agrémente les vêtements en Europe pour faire l'école, pour faire le haut des bottes. On n'a pas de manteau en chien vivrain, mais on a des manteaux qui ont un petit peu de chien vivrain. Pourquoi je cite le chien vivrain? Parce que lors de l'épidémie de SARS en 2002-2003, on a incriminé la civette en tant que c'était un animal qui était élevé pour l'alimentation. Mais dans les études scientifiques de 2004, on voit que les chiens vivrains étaient tout à fait susceptibles également d'être infectés et qu'on a trouvé des chiens vivrains infectés. L'élevage pour la fourrure, en Chine, ça date du début des années 2000. Et ça a pris un essor assez rapide et ça a explosé à partir de 2010, à partir du moment où on a eu une classe supérieure émergente en Chine, des nouveaux riches, qui ont été intéressés pour acheter de la fourrure à des prix. Alors, je vais parler du vison, puisque le vison, c'est l'animal le plus élevé pour la fourrure en Chine. On pense qu'il y a plusieurs milliers de fermes. Elles se trouvent principalement à l'est du pays et au nord du pays. Mais on en trouve, par exemple, dans le Xinjiang, on en trouve dans des régions qui sont montagneuses, où il y a aussi des grottes, où il y a aussi des forêts. Donc ces élevages ont parfaitement pu être en contact avec des chauves-souris. Et
Et ces élevages de visons, on en parle très très peu en fait en Occident ou en Europe. À partir de maintenant, il est probable qu'on va en parler de plus en plus, puisque les élevages de visons danois ont été infectés par le coronavirus. Les visons ont été a priori infectés par des humains qui étaient porteurs du coronavirus. Ils l'ont propagé dans les fermes à visons, et puis ils l'ont renvoyé aux humains avec une légère variante. Pour l'instant, personne n'a l'air de se poser la question de si les visons peuvent être un animal intermédiaire dans le coronavirus entre l'homme et l'homme. Pourquoi ne le serait-il pas entre la chauve-souris et l'homme? Si cette question on ne la pose pas, c'est certainement en raison de l'interdépendance du marché de la fourrure à travers le monde. C'est-à-dire on élève des visons actuellement, beaucoup en Europe. À part la Chine, le deuxième producteur, c'est l'Europe. En particulier, c'était la Hollande, avec 8 millions de pots, 6 millions de pots par an. La Pologne, qui se fait très discrète, avec un peu plus de 6 millions de pots. Le Danemark, avec 18 millions de pots. Les États-Unis, avec 3 millions de pots. Et des pays avec une production très mineure, mais quand même en Grèce, en Roumanie, en Italie, un tout petit peu en France, nettement plus en Espagne, que j'ai oublié de citer, on élève du vison. Le vison, c'est une marque de prestige partout dans le monde. C'est une marque, enfin, c'est un signe ostentatoire de richesse. Ça fait partie du vêtement de luxe. Un manteau de vison, ça coûte entre 5 et 10 000 euros. Et il est clair que quand vous achetez un manteau de vison en Italie, par exemple, ou aux États-Unis, vous n'avez pas envie d'avoir du vison chinois. Parce que le vison chinois, enfin, ce qui est fabriqué en Chine, a priori, ce n'est pas une marque de prestige. Ce qui est fabriqué en Chine, c'est plutôt du low cost. Donc ça n'a pas une très bonne image. Le marché chinois, donc, il est principalement destiné à être vendu en Chine. En revanche, les productions des autres pays, la production danoise, la production hollandaise et la production américaine, la production canadienne, elle survit et elle arrive à maintenir des prix hauts parce qu'elle est écoulée en Chine. La Chine pratique l'échange non seulement commercial avec ses autres puissances. J'ai oublié de citer la Finlande, les deux plus grandes centrales de vente au monde, c'était Copenhague Fur, qui s'occupait du vison principalement danois, et l'autre c'est Saga Fur, qui est finlandaise, et qui s'occupe du renard, surtout du renard. Et des salles de vente qui se trouvent aussi aux États-Unis. Et donc un autre élément important, c'est qu'on transporte aussi des visons vivants à travers le monde. En particulier, la Chine vient récupérer des reproducteurs qui ont été minutieusement sélectionnés au Danemark, ça c'est connu, mais ailleurs probablement, c'est-à-dire peut-être en Italie aussi. Une petite information intéressante comme ça à signaler, c'est que fin février 2020, comme chaque année, Copenhague Fur et les autres producteurs mondiaux étaient tous réunis à Milan, parce qu'à Milan, on avait le Salon international de la fourrure, avec les grandes marques comme Gucci, Versace. Et une chose importante, c'est que produire localement, pour ces marques, c'est très important, parce que tant qu'il y a quelques élevages en Italie, on peut vendre un manteau en disant que c'est du vison italien. Bon, alors je vais essayer de conclure, et puis vous voyez que ça appelle beaucoup d'autres questions, mais aujourd'hui, on sait que l'OMS est allée en Chine pour s'interroger sur les marchés d'animaux vivants. Elle va mener des enquêtes. Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent autour du laboratoire de virologie de Wuhan. Pendant toute la première période,
de la pandémie au mois de mars, au mois d'avril, on a eu beaucoup d'hypothèses sur est-ce que le virus pouvait avoir été créé artificiellement et propagé volontairement dans la population. C'est des hypothèses qui ont été réfutées parce que ce virus, à partir de son analyse génomique, il est plutôt, il est naturel. Il n'a pas été manipulé, il n'a pas souffert de manipulation génétique. Mais on sait que dans un laboratoire, on fait aussi des expériences sur des animaux vivants. Et aujourd'hui, cette hypothèse de l'évasion du laboratoire revient un petit peu sur le devant de la scène par le truchement de gens qui sont spécialistes des expériences de gain de fonction et qui disent dans le laboratoire, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'a pas utilisé des furets pour que le virus acquiert progressivement des propriétés particulières. Et effectivement, ça s'est fait. Donc, l'hypothèse de l'évasion du virus à partir du laboratoire est quelque chose qui ne peut plus être rejeté tout à fait par la communauté scientifique. Pour autant, il reste très improbable par rapport à l'hypothèse d'une transmission naturelle. C'est-à-dire que entre une personne qui pratique une expérience, qui fait une erreur de laboratoire, le virus s'échappe, et le fait qu'on a des dizaines de millions d'animaux rassemblés, concentrés, similaires, à l'immunité fragile, les visons sont élevés pour ne durer qu'un an. Il y a une forte mortalité chez les visons. Les visons sont sensibles aux pneumonies. Ils sont eux-mêmes vaccinés contre les pneumonies et contre 2-3 autres maladies. On sait que les transmissions de visons à l'homme sont fréquentes. En particulier, il y a une maladie qui s'appelle la maladie aléoutienne. L'idée que des visons aient pu être infectés par des animaux sauvages et transmettre le virus à l'homme, c'est quelque chose de solide. Et on peut vraiment se poser la question aujourd'hui, pourquoi l'OMS ne trouve pas les moyens d'aller pousser ces investigations dans les élevages de fourrure. Voilà ce que je voulais raconter pour cette première conférence sur le pangolin. Et vous voyez qu'il nous a emmené jusqu'à la question du marché international de la fourrure. Et pour terminer, je vous donne l'occasion aussi, si vous voulez poser des questions, parce que je suis loin d'avoir pu tout dire dans ces présentations de 40 minutes. On se retrouve ensuite pour échanger et je me propose de répondre, si je le peux, à vos questions. À tout de suite.